AG sont... Bien, mes chers collègues, on va conclure aujourd'hui nos travaux de l'automne sur le projet de loi de finances. En petit préambule, je m'excuse de ces différentes variations de la convocation de la commission et de la séance. Je dois dire que je trouve quand même un peu regrettable que le budget, qui est théoriquement un des points les plus importants adoptés par l'Assemblée nationale, devienne une variable d'ajustement en termes de calendrier et d'heures par rapport à d'autres textes. Je trouve que ça donne un peu quand même... ça donne un certain contexte de relativisation de l'importance de ce budget et du vote de l'Assemblée nationale. Alors je sais bien que c'est parce qu'il y a le 49.3, mais moi c'est quelque chose, je dois dire, qui ne me convient pas de changer comme ça, de passer à 16h30 au lieu de 21h30, etc. Je trouve que il y a un problème de... c'est pas très respectueux, mais c'est pas les collègues qui sont ici qui en sont responsables, mais je le dis quand même. Oui, ça a changé, c'était théoriquement 21h30. Comment ? Avant, à l'origine, c'était jeudi. C'était 21h30, ça a été changé pour le vote sur la loi immigration. Je trouve que c'est quand même assez symptomatique. Bon, maintenant, une fois dit ça, c'est l'occasion donc de vous présenter un bilan chiffré de ces 3 derniers mois. Depuis le 27 septembre, date de dépôt du projet de loi de finances pour 2024, notre commission s'est réunie, sans compter la présente réunion, à 43 reprises. Elle a consacré 31 de ces 42 réunions au PLF pour 2024. Pour ce qui concerne le PLF en commission, en première lecture, 6 356 amendements. Monsieur Brun, vous parlez quasiment aussi fort que moi avec le micro. Pour ce qui concerne le PLF en commission, en première lecture, 6 356 amendements ont été déposés, 4 753 examinés et 550 adoptés. L'an dernier, 3 107 amendements ont été déposés, 2 189 examinés et 205 adoptés en commission en première lecture. Nous avons consacré à cet examen en première lecture en commission un peu plus de 98 heures contre 69h50 l'an dernier. Cela confirme, à mon sens, le fait que la menace du 49.3 pesant sur la séance publique conduit de façon croissante à un report de l'ensemble des débats en commission des finances, et c'est naturel. En nouvelle lecture, en commission, 657 amendements ont été déposés, 528 examinés, 232 adoptés, contre 358 amendements déposés, 293 examinés, 183 adoptés l'an dernier. Nous y avons consacré 7h30 contre 6h10 l'an dernier. En séance publique, l'examen du PLF en première lecture a duré 53h35. L'an dernier, l'examen avait duré 92h38. Cette diminution très significative provient du caractère très précoce du 49.3 déclenché sur la première partie avant même de débuter l'examen des amendements. Cela n'a permis d'examiner que 522 amendements sur les 9 845 amendements qui avaient été déposés. On peut relever que le nombre d'amendements a cru significativement par rapport à l'année passée, où 6 971 amendements avaient été déposés en première lecture en séance et 1214 examinés. En séance publique, en nouvelle lecture, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aucun des 744 amendements déposés n'a été examiné. Avec 17 602 amendements déposés au total en commission en séance, le PLF aura connu un nombre d'amendements très supérieur à la moyenne du nombre d'amendements par PLF pour les 5 PLF de la précédente législature, qui s'établissait à près de 9 800, et également un nombre d'amendements très supérieur au record de l'année dernière, qui était de 11 142 amendements. Je n'en tire pour l'instant aucune conclusion, mais je trouvais que c'était bien que vous ayez les chiffres là-dessus. Et évidemment, la feuille que je viens de vous lire, je l'enverrai aux membres du bureau qui pourront ainsi avoir les éléments chiffrés. Notre ordre du jour appelle l'examen en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2024. Madame la Première ministre a fait savoir à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale que le gouvernement, conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article 45 de la Constitution, demande à notre Assemblée de bien vouloir statuer définitivement. À ce stade de la discussion, conformément à l'article 45 de la Constitution, il n'est possible de modifier le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale qu'en reprenant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture. Cet après-midi, le Sénat a voté la motion présentée par M. Jean-François Husson au nom de la Commission des finances et tendant à opposer la question préalable au texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par notre Assemblée. La seule question qui nous est donc posée est celle de savoir si nous approuvons l'adoption en lecture définitive du texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par notre Assemblée. Je donne tout de suite la parole à Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être préciser que je suis comme vous, pas très heureux que l'agenda ait été bousculé. Expliquer quand même qu'une des raisons principales, c'est qu'un certain nombre de responsables de la NUPES ont souhaité que le texte soit avancé le plus possible afin qu'une éventuelle motion de censure n'ait pas lieu trop tard dans la semaine. C'est une des raisons qui a amené à avancer le plus possible. Je vais faire la parenthèse
sur ce point. Dire, comme vous l'avez dit, qu'on a un nombre d'amendements particulièrement important. On est pratiquement à 7 fois plus d'amendements qu'il y a 7 ans. Ça pose un certain nombre de sujets. C'est évidemment le droit fondamental de chacun d'entre nous, mais je pense qu'on a eu des débats, mais la clarté de nos débats n'était pas toujours au rendez-vous. La lisibilité des priorités des uns et des autres n'était pas toujours au rendez-vous. Et je nous invite collectivement, et je jette la pierre évidemment à personne, je nous invite collectivement à réfléchir comment améliorer le process sur le budget de l'année prochaine. Il faut dire que le texte, le travail parlementaire a quand même permis 358 amendements parlementaires repris donc en P1 et 130 en P2. Donc le travail parlementaire a permis de faire évoluer ce texte et je m'en félicite. Vous redire un mot, vraiment en un mot, pourquoi il faut voter ce texte. C'est un texte de triple responsabilité. D'abord vis-à-vis des Français, il y a des mesures de soutien d'achat extrêmement importantes qui permettent aussi de réarmer nos services publics, en particulier les ministères régaliens. C'est la deuxième responsabilité sur les urgences climatiques, avec un accroissement record des budgets de la transition écologique à 40 milliards d'euros l'année prochaine. Et puis, le rappeler sans cesse, l'obligation que nous avons de réduire notre déficit et de maîtriser nos dépenses publiques et l'année prochaine et les années qui suivent. Donc voilà, pour ces 3 raisons, je pense qu'il faut voter ce budget. Je vous en remercie. Bien. Si vous en êtes d'accord, chers collègues, je propose que nous passions au vote. Donc on est d'accord, on est en train de voter. S'il y a des demandes de parole, il n'y a aucun problème. Christine Pires-Beaune. Oui, je fais vite, mais lors de la commission des finances en seconde lecture, monsieur le rapporteur général, sur un amendement concernant les harkis, vous m'avez demandé de retirer mon amendement au motif qu'au Sénat, le gouvernement avait déposé le sien et que donc il était satisfait. Donc, je n'ai pas pu vous répondre évidemment sur le coup, n'ayant pas analysé l'amendement du gouvernement, ce que j'ai fait ce week-end. Donc le gouvernement, avec son amendement, fait certes progresser la loi pour les veuves de harkis. En revanche, il maintient les disparités entre les harkis et les conjoints de harkis. Et tout ça pour 5 petits millions d'euros. Donc voilà, mon amendement était nécessaire et je voulais vous le dire. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir. Vous avez fait un constat sur le nombre d'amendements qui ont été déposés. 17 602 amendements, c'est quelque chose, enfin, on n'arrive même pas à imaginer. Si on prend uniquement en séance sur la partie 1 et la partie 2, donc la partie recettes et la partie dépenses, je crois qu'il y avait 11 000 amendements, rien que pour cette partie, pour la séance. Je crois qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse individuellement et collectivement à trouver un mode de fonctionnement qui soit plus adapté. Il est évident, on peut hurler contre le 49.3, on peut le contester, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il est évident qu'avec 17 602 amendements, on y serait encore, je pense, au moment de plus au moment des fêtes de fin d'année, mais on y serait certainement au moment de Pâques. Donc le budget, il a besoin d'être adopté. Et je crois que c'est notre responsabilité d'être plus sérieux dans le dépôt des amendements pour qu'on évite cette inflation pléthorique qui nous contraint et qui contraint le gouvernement. Pour autant, il y a des amendements qui ont été repris. Je crois que c'est important aussi de le prendre en considération. Et voilà, on est à la fin de l'exercice. Il faut souligner le travail intéressant qui a été fait par les services, par nos collaborateurs, par la commission. Et je crois que c'est important, par les proches du président, du rapporteur général. La semaine dernière, c'était un exercice compliqué. On arrive à la fin, c'est bien. On sort enfin de ce tunnel budgétaire. Oui, sur cette question-là, mais je propose qu'on n'en débatte pas maintenant. De toute façon, on y reviendra au bureau. Sur la question des amendements, moi, ma position, c'est qu'on ne peut pas revenir sur le droit constitutionnel de dépôt d'amendements, y compris qui est un droit individuel. Par contre, moi, c'est ce que je pense, ce que je défends. Par contre, sur l'organisation des débats, il y a peut-être certaines choses à proposer. Et avec le rapporteur général, on a décidé de commencer à travailler sur cette question, et on en parlera au bureau à partir de janvier. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte, y compris parce que vous avez raison sur au moins un point.
c'est qu'au-delà du nombre d'amendements en commission, dont je pense que là, pour le coup, c'est très lié au 49.3, le nombre d'amendements qu'il y avait en séance, de toute façon, aurait fait en sorte qu'on aurait pété le calendrier. Alors c'est compliqué de le dire, parce que de toute façon, le calendrier, on n'a pas débattu du tout. Donc c'est à mon avis ça le premier problème, si je me permets de le dire. Mais n'empêche, il faut aussi quand même qu'on soit capable de réfléchir peut-être à un fonctionnement qui redeviendrait normal sans 49.3, ce que je propose. Et ça, on va essayer d'y réfléchir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions Madame Harig. Oui, mais écoutez, moi j'ai préparé une intervention parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'effectivement on se prive de notre droit d'expression malgré les 49.3 successifs qui finissent par finalement faire que nous-mêmes nous privons de l'expression que nous pourrions avoir sur ce budget avec des dates qui sont changées, avec des horaires qui sont modifiés et qui font qu'au bout du compte, cet acte soi-disant majeur de notre institution devient un acte mineur complètement balayé par votre pratique du 49.3. Alors le budget, il constitue la principale expression politique et économique de la politique gouvernementale et ce sont donc des moyens au service d'un projet politique. Alors quel est le projet politique de ce gouvernement? On s'interroge sur les questions sociales et écologiques, c'est le choix volontaire de la politique de saupoudrage. Alors d'une part, vous refusez de supprimer des niches fiscales onéreuses et injustifiées. On vous a proposé des amendements pour la suppression de la taxe au tonnage qui a coûté en cumulé sur les années 2021-2022 4,2 milliards d'euros aux finances publiques. Mais en même temps, vous créez des nouvelles dépenses fiscales tout en vous faisant les chantres de la rigueur budgétaire. Le gouvernement dit qu'il s'engage en faveur du logement social et de la transition écologique, mais en même temps, il ponctionne les fonds de l'épargne réglementée qui doivent financer les logements sociaux et la transition écologique au profit de l'industrie de défense. Pour rappel, il s'agit de 2 amendements, je l'ai déjà dit, présentés lors de l'examen du PLF en commission des finances par 2 députés de la majorité relative, dont l'un non soutenu et l'autre rejeté après examen en commission, mais retenu par le gouvernement après 49.3. Alors vous allez nous dire, en effet, que dans ces dispositions-là, nous déposons des motions de censure. Mais évidemment, puisque vous avez des pratiques qui font que vous récupérez des cavaliers législatifs et qu'en plus, nous le découvrons après 49.3. Alors au-delà de notre opposition de fond à cette mesure, cet article présente les traits du cavalier budgétaire que j'ai déjà dénoncé. Et la volonté de ce co-construction répétée à longueur de journée est elle aussi complètement inexistante. Merci. Je voudrais le souligner et je pense qu'on pourrait s'accorder de nous donner un petit peu plus de temps pour manifester notre mécontentement puisque nous avons des commissions qui finalement font que nous parlons 30 secondes ou 1 minute pour nos explications de vote. Alors ça commence à bien faire. Là, en l'occurrence, j'ai laissé... Là, en l'occurrence, je vous ai laissé vous exprimer 2 minutes et je ne suis pas responsable du fait que tout à l'heure, manifestement, les DG n'auront pas lieu, mais c'est pas moi le responsable de ça, mais je vous ai laissé 2 minutes, ce qui est la règle qu'on se donne en général ici et que je propose de respecter. Monsieur de Courson. Mes chers collègues, à quoi servons-nous? Puisque à partir du moment où on annonce préalablement à la discussion en commission qu'il y aura 49.3 systématique, soit loi de finances, soit loi de financement sécurité sociale, ceci est l'un des facteurs d'explosion des amendements, voire d'une certaine, entre guillemets, irresponsabilité dans les votes, puisque de toute façon, ça consiste à dire, bon, voilà ce qu'on souhaiterait, et puis après, c'est le gouvernement qui va faire son shopping, hein, son marché, voilà, là-dedans. Ouais, mais c'est plus un système parlementaire, c'est plus un système démocratique. C'est pas parce que le 49.3 est dans la Constitution. Mais où va-t-on, mes chers collègues? Où va-t-on? Donc, soit il y a une discipline de tous les groupes en disant qu'au-delà de 1200 amendements, on n'est plus capable de respecter les délais constitutionnels de vote, ce qui serait, à mon avis, la chose raisonnable. Ouais, mais sinon, voilà où on en est. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette commission. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Parce que maintenant, même la minorité présidentielle est contaminée. Alors, oui. Par cette dérive. Autrefois, la majorité, quand il y en avait une, elle était là pour soutenir le gouvernement. On leur disait, alors vous la fermez, vous n'êtes pas content, vous êtes là pour soutenir le gouvernement. Mais maintenant, voilà, on a voté des amendements très intéressants, par exemple du MoDem, de Jean-Paul Mattei, pour ne pas le nommer, à une très forte majorité. Tout ça a tombé, a été balayé.
Oui, donc c'est un vrai problème de fonctionnement. Voilà quelques réflexions. En l'occurrence, je ne pense pas que le problème de fonctionnement soit celui de la commission. Donc je réponds, je ne pense pas que ce soit celui de la commission, le problème de fonctionnement. Voilà. Et sur le... Juste une petite chose, je vous réponds du tac au tac, mais sur les possibles réformes, moi je serais aussi opposé à ce qu'on réforme l'amendement par groupe. L'amendement, c'est un droit individuel du député. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi maintenir. Madame Maxime. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, le problème ne vient pas de notre commission et pas plus que de son président, ça, nous en sommes bien d'accord, mais des choix politiques de cette majorité relative qui, par des annonces de 49.3 de plus en plus précoces, empêchent toute forme de débat. Je rappelle que cette année, nous n'avons même pas eu l'occasion de débattre du moindre amendement en séance, ce qui est quand même assez inédit. Ça annonce rien de bon pour la suite. Et évidemment, le nombre d'amendements est aussi une réponse face aux impasses démocratiques que vous dressez face à nous. Impasses démocratiques qui se reproduisent. Nous en sommes au 22e, 23e dans quelques minutes. Et il nous reste évidemment que la commission pour débattre du fond, qui n'est pas assez longue en termes de durée. Quant à ce qu'a dit Madame Dalloz des Républicains, je voulais juste rappeler quand même que sur le nombre d'amendements déposés, les Républicains sont les champions, ont déposé 1546 amendements, soit 28,4%, ce qui est quand même pas proportionnel à ce que nous représentons. Pour exemple, la France Insoumise n'a déposé que 5,8%. Donc, je pense qu'on peut en partie sur la séance. Et donc, je pense qu'effectivement, nous pouvons faire du débat dans cette commission. Il faut aussi avoir un peu de raison dans ce genre d'exercice. Et en tout cas, sur le fond, c'est peut-être le seul moment où on pourra s'exprimer sur le vote final de ce PLF. Malheureusement, c'est ici. Mais sur le fond, évidemment, nous y sommes fortement opposés. Il n'y a aucune réponse aux crises sociales, démocratiques et écologiques que nous vivons, voire justement des fuites en avant qui sont extrêmement graves de la part de ce gouvernement. Et quand vous nous parlez de co-construction avec les oppositions, qu'on serait très réticent à ça, on voit en tout cas que vous donnez les moyens quand il s'agit de faire des lois tout à fait réactionnaires et xénophobes. La démonstration en a été faite aujourd'hui. Monsieur Sansu. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne veux pas rajouter sur ce qu'a dit ma collègue Maximi, mais ce qui se passe aujourd'hui avec les blocages qui existent dans l'examen de la loi de finances pour 2024, et j'ai très peur que ça se reproduise en 2025, c'est parce que de toute façon la minorité présidentielle ne souhaite pas le débat, puisque on a à chaque fois des 49.3. Alors, Monsieur le Président, je vous sais gré de nous permettre d'avoir ce débat en commission. C'est le seul moment où on peut l'avoir. Donc évidemment qu'on le fait et qu'on y passe des heures et des heures. Parce que si on ne le faisait pas en commission, tout un tas de sujets qui intéressent les uns ou les autres ne pourraient pas être débattus. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce n'est pas possible de voir que l'attrition des débats en séance. L'année dernière, nous avions eu quand même un débat sur la première partie. Cette année, pas du tout. L'année dernière, nous avions fait un peu plus de missions deuxième partie. Cette année, beaucoup moins. Je n'ose imaginer ce que ça va être au cours du quinquennat. Donc franchement, soit la minorité présidentielle et le gouvernement reprend un peu ses esprits et nous dit, même s'il y a 49.3, on fait la discussion budgétaire, ce qui est au moins la moindre des choses. Mais si on ne va pas vers ce chemin, je crois qu'on va avoir des moments de tension de plus en plus forts. Merci. Il y a, sauf erreur de ma part, 4 groupes qui se sont exprimés. Est-ce qu'il y a d'autres volontés d'intervention? Sinon, on vote. Vous avez eu une expression? Non? OK. Passe au vote. Donc, qui est pour le texte tel qu'il est sorti de la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale? Qui est contre? Okay. Par 28 à 13, la Commission a rejeté le texte en nouvelle lecture. On se retrouve à l'Assemblée nationale, surtout en séance, pardon.